Et voici la vidéo règle de Civilisation, un jeu de 1989. Alors effectivement, je vous fais aujourd'hui la vidéo règle de ce jeu qui n'est plus édité sous cette forme-là. Il a été réédité récemment dans une version de luxe, qui coûte très très cher d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que je vous en fais la vidéo? Eh bien parce que c'est la 500e vidéo règle du site et que pour l'occasion, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire quand même la vidéo de ce jeu qui a marqué toute une génération. Car effectivement, il a inspiré le fameux Civilization de Sid Meier sur PC, et il a inspiré du coup par ses mécaniques aussi beaucoup d'autres jeux modernes, et donc ça reste un pilier parmi les nouveaux jeux de société destinés aux adultes. Je vais donc vous présenter la règle de ce jeu original, en sachant qu'il a été ensuite décliné sous une version Civilization Advanced aux États-Unis, mais le jeu est un petit peu différent dans sa version Advanced. Ça, c'est la seule édition française qui a été faite à l'époque, en 1989, par l'éditeur Descartes, qui a aujourd'hui disparu, et un petit peu remplacé par Asmodée. Et donc voilà, je vais vous présenter comment est-ce qu'on jouait à ce jeu qu'on peut encore trouver parfois en vide-grenier ou sur des sites de vente, de revente de vieux jeux. Au niveau du matériel, on commence par une grande carte qui va représenter, vous l'aurez compris, la partie est de la Méditerranée à l'époque antique. Nous avons ensuite une table de succession archéologique qui présente les différentes nations qui vont pouvoir jouer et leur progression. Ensuite, nous avons un endroit où nous disposerons les cartes de commerce, nous allons le voir un peu plus tard, et un census qui permettra de recenser la population de chaque joueur. Alors, attention, avant de poursuivre l'installation, il faudra choisir les nations que l'on souhaite jouer en fonction du nombre de joueurs. Effectivement, en page 14 des règles, on vous indique quelles seront les nations disponibles en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, si on joue à 4, on va jouer avec la Thrace, la Crète, l'Asie, la Syrie et Babylone. Les joueurs auront le choix de prendre une de ces civilisations-là. Il y a donc 5 civilisations disponibles pour 4 joueurs. À chaque fois, on vous propose toujours une civilisation supplémentaire parmi lesquelles choisir. La règle du jeu vous indique aussi les points de départ de chacune des nations. Donc le mieux c'est de mettre un jeton sur chacune de ces zones de départ indiquées par la règle pour mieux faire son choix. Ensuite, vous allez pouvoir tirer au hasard pour savoir quel sera le premier joueur à choisir, et il va désigner la nation avec laquelle il souhaite jouer. Et puis ensuite, on passera au deuxième joueur qui a eu par exemple le plus mauvais résultat sur un tirage de cartes chiffrées, qui sont disponibles aussi dans la boîte. Et il va aussi choisir sa deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 4 joueurs dans cet exemple-là aient choisi chacun leur nation. Alors, petite précision, si vous jouez pour la première fois, je vous déconseille de jouer avec la Crète, car la Crète, c'est assez difficile. Effectivement, vous allez être au milieu des îles, et pour le développement initial de départ, eh bien, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, petit conseil, plutôt sur les premières parties, choisissez les autres. Chacun ayant alors choisi sa civilisation, il va tout simplement récupérer un ensemble de pions à la couleur de cette civilisation. Donc par exemple, pour l'Asie, ce seront ces petits jetons. Alors il y a 55 marqueurs comme ceci qu'on va disposer dans la zone qui se trouve à droite de notre tableau de bord. Nous avons 9 marqueurs circulaires de cités, ainsi que 4 bateaux qu'on laissera à l'extérieur de notre tableau de bord. Sur celui-ci, il y a aussi un résumé des tours de jeu. Chacun place alors un marqueur sur la table de succession archéologique, sur la première case, et il va aussi placer un petit jeton sur la case 1 du census, car nous avons la population de départ que nous avons placée sur le plateau chacun. Nous avons ensuite des cartes de commerce. Alors elles ont toutes un dos identique comme ceci. On va donc les trier avec tout d'abord les cartes 1 dans lesquelles il y a 2 types de ressources, de l'ocre et des pots. Ensuite le paquet 2 dans lequel il y a des papyrus et du fer. Et ensuite toutes les autres sont constituées de ressources uniques. Pour le 3 ce sera toujours du sel, le 4 du grain, le 5 du tissu, le 6 du bronze, le 7 des épices, le 8 des pierres précieuses et le 9 de l'or.
Nous avons aussi des cartes spéciales qui vont correspondre aux calamités qui risquent de s'abattre sur les joueurs. Elles ont à chaque fois un petit chiffre qui va correspondre à la pile de cartes commerce dans laquelle elles seront placées. On va donc retourner ces cartes, bien mélanger chacun des paquets. Le paquet 1 bien mélangé, le paquet 2 bien mélangé, surtout ces deux-là. Hein. Les autres, par contre, il n'y a pas besoin de les mélanger puisque c'est la même chose. Et donc, on va retourner ces cartes de calamité et placer cette carte de calamité en dessous de chacun des paquets, comme ceci. Attention, les premières sont rouges, mais par contre, d'autres après ne seront pas rouges et vont être noires. Donc, sur les calamités à partir de la 6e, elles ont un dos qui sont identiques au reste des cartes, il faudra bien les mettre en dessous. Ceci étant fait, chacun de ces paquets sera placé sur la case correspondante du petit plateau. Nous avons ensuite des progrès de civilisation qui vont être disposés en pile à côté du plateau de jeu. Alors attention pour le mysticisme, si vous jouez seulement à 4 ou 5 joueurs, vous devrez en retirer une du jeu pour n'en laisser que 2 à disposition. Si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs, vous ne laisserez qu'un seul mysticisme à disposition. Ensuite, toutes ces cartes vont être disposées face visible par type à côté du plateau de jeu, de façon à ce que chaque joueur puisse les consulter facilement. Attention, si vous jouez au maximum, c'est-à-dire à 7 joueurs autour de la table, vous devrez retirer 7 pions de votre réserve de 55 jetons, de façon à n'en avoir que 48 pour toute la partie. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, vous l'aurez compris, dans Civilisation, nous allons gérer une civilisation au tout début de l'Antiquité, et il va falloir tenter de conquérir le plateau, mais attention, ce n'est pas un jeu de guerre. Effectivement, pour gagner la partie, il faudra acquérir des cartes de civilisation qui nous permettront d'avancer sur la table de succession archéologique. Et le premier joueur qui aura amené son pion de civilisation jusqu'à la dernière case de cette table de succession remportera la partie. Alors attention, Civilisation est un jeu très long. Effectivement, une partie entière pour amener son pion jusqu'au bout, et en plus en fonction du nombre de joueurs, dure dans les 10 heures de jeu. Donc il va falloir commencer soit très tôt un matin et finir très tard le soir, soit commencer le jeu, s'arrêter au milieu, et puis laisser le jeu en plan jusqu'au week-end prochain où on y jouera, ou y jouer sur 2 jours. Donc voilà, c'est assez long. Vous pouvez donc décider de jouer sur une version un peu raccourcie. Effectivement, en haut de la table de succession archéologique, il y a des flèches jaunes d'indiquer qui peuvent vous indiquer des buts à atteindre pour gagner la partie beaucoup plus court. Donc sur une première partie, par exemple, atteindre la première flèche, ça sera déjà pas mal et déjà ça va vous prendre un certain temps. À ce moment-là, cependant, si vous jouez avec ces flèches, vous devrez retirer du jeu toutes les cartes mysticisme qui ne serviront pas pour ces parties, car effectivement elles accélèrent un petit peu le début de partie, et donc c'est un petit peu trop simple avec lorsqu'on ne va pas au bout du jeu. Alors pour le déroulement, eh bien le jeu va se dérouler en différents tours de jeu, et à chaque tour il y aura 12 phases effectuées par tous les joueurs. Donc on commencera par la phase 1, tout le monde fera la phase 1, puis phase 2, tout le monde fait la phase 2, et ainsi de suite, jusqu'à la 12e et dernière phase d'un tour. Et ensuite, on passera au tour du joueur suivant. Voilà pourquoi le jeu est assez long, vous le comprenez, avec ces 12 phases à effectuer. Heureusement, certaines d'entre elles sont parfaitement sautables, surtout en début de partie, où on ne les réalisera pas toutes. Alors, il est à noter que dans la règle du jeu, il y a aussi une version d'apprentissage qui permet en fait d'apprendre surtout les déplacements sur le terrain et puis un peu les combats. Mais là, je vais vous présenter directement la règle intégrale. On commence donc par la phase 1, la collecte des taxes. Alors les taxes ne seront collectées qu'à partir du moment où les joueurs auront commencé à construire des cités. Ce n'est pas le cas en début de partie, donc on peut sauter cette phase et passer directement à la suivante, l'expansion des populations. C'est indiqué qu'on l'a fait dans l'ordre de la TSA. La TSA, c'est la table de succession archéologique.
Alors, l'expansion des populations, eh bien, c'est très simple. Lorsqu'on va avoir un pion sur une case, on va recevoir un nouveau pion de population qui va s'ajouter sur cette case. Lorsqu'on aura deux pions ou plus qui sont déjà sur une case, on rajoutera deux pions de population supplémentaires, en sachant que deux pions en plus, ce sera le maximum. Donc en début de partie, comme nous sommes déjà sur nos cases de départ avec un pion, eh bien chacun va, lors de cette phase, se rajouter un petit pion de population, de façon à en avoir deux sur sa case. On passe alors à la phase 3, qui est la phase de recensement des populations. Eh bien c'est très simple pour le moment, chaque joueur va décompter le nombre de pions qu'il a sur le jeu. Pour le moment, évidemment, 2 par joueur. Et chacun va placer son petit marqueur qu'on avait mis sur 1, et bien sur 2 pour le moment, puisque pour l'instant nous avons tous la même population. On passe ensuite à la construction des navires. Pour pouvoir construire un navire, il va falloir dépenser 2 pièces de notre trésor. Mais pour l'instant, notre trésor est vide, donc ça va être vite fait. Ce n'est pas la peine de construire. Nous verrons qu'il est aussi possible de construire en utilisant des pions de population, mais comme ça va coûter 2 pions de population de construire un navire, eh bien ce n'est pas là qu'on va commencer à construire, car effectivement on n'aura plus de troupes si jamais on le fait. Donc pour l'instant, on saute cette phase et on passe à la suivante. Alors, la phase 5 est la phase de mouvement sur le plateau. Mais attention, on va l'effectuer en fonction du census. Effectivement, ce sera le joueur qui a le plus de census, c'est-à-dire le plus de population, qui commencera à jouer, et ensuite, on le fera de population en population jusqu'à celle qui aura le moins de census. Mais au départ, évidemment, nous avons tous la même chose, donc quand il y a une égalité, et ça sera valable dans le jeu pour n'importe quelle autre action, on prendra à ce moment-là l'ordre de succession archéologique pour savoir qui joue en premier. On commence donc par le joueur Thrace ici. Alors, pour les déplacements, c'est très simple. Le joueur dont c'est le tour va pouvoir bouger tous les pions qu'il a en jeu d'une case au maximum. Donc là, par exemple, le joueur Thrace qui est ici peut se rendre, s'il le souhaite, dans des cases adjacentes avec ses 2 pions, ou bien laisser les 2 ici, ou bien en envoyer qu'un seul en exploration autour de lui. Le but étant quand même d'asseoir un petit peu sa stratégie, enfin l'emplacement de sa civilisation, et puis de récupérer un maximum les cases intéressantes du jeu. Alors les cases intéressantes vont être celles où il y a en général des petits carrés noirs ou blancs qui vont indiquer des lieux de construction de villes. Effectivement, pour avancer dans le jeu, il va falloir construire des villes sur ces emplacements, enfin du moins ces emplacements sont privilégiés par rapport à d'autres endroits, même si on peut quand même construire des villes ailleurs. Donc là, imaginons que ce soit à lui, eh bien il a envie de se déplacer comme ceci et comme cela, par exemple, pour prendre ces 2 cases. On passe alors au tour du joueur suivant, par exemple l'Asie, qui pourrait décider hop, de se déplacer comme ceci. Ensuite, c'est le joueur assyrien qui décide hop, de venir occuper ces 2 cases. Attention, il va être un petit peu embêté par les 2 autres joueurs. Et enfin, le joueur babylonien qui décide juste d'envoyer un de ses pions ici. Alors, pour les premiers tours, c'est assez simple, comme vous le voyez, il n'y a pas trop d'erreurs possibles, mais plus tard dans la partie, il y aura des erreurs possibles sur les déplacements. C'est pour ça que je vous conseille que lorsque vous déplacez un de vos pions, eh bien vous le retournez sur l'autre face. Comme ça, on verra déjà tous les pions ayant déjà avancé, et ils ne pourront pas réavancer dans le tour. Comme ça, vous ne pourrez pas faire d'erreur. Une fois que vous aurez terminé ainsi tous vos déplacements, il ne vous restera plus qu'à les remettre tous dans leur sens initial, avant de poursuivre la partie. La 6e phase, ensuite, est la phase des conflits. Alors, les conflits vont se déclarer lorsque plusieurs joueurs vont avoir des pions dans la même case, mais pas obligatoirement, car effectivement, ce sera uniquement dans le cas où le nombre de pions des cases qui sont constituées d'au minimum 2 couleurs dépasse le chiffre ici indiqué sur la case. Donc là, par exemple, on pourrait très bien finir comme ceci, avec un pion de chaque joueur, et il n'y aura pas de conflit, car nous ne dépasserons pas 3 pions sur la case. Par contre, si j'y rentre avec 3 pions à moi, eh bien 3 et 1, 4, à ce moment-là, un conflit se serait déclaré. Mais nous y reviendrons un peu plus tard, car pour l'instant, nous n'avons pas fait de conflit.
On passe alors ensuite à la phase 7, la phase de construction des cités. Pour pouvoir construire une cité sur un endroit où il y a un nom de cité, il faudra amener 6 pions de notre couleur. Donc autant vous dire que ce n'est pas encore pour tout de suite. Si je souhaite construire une cité sur un endroit où il n'y a pas de nom de cité, ça me coûtera 12 pions de population à y entasser. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Vous comprenez donc que ces cases-ci sont des endroits stratégiques qu'il va falloir tenter de récupérer pour pouvoir construire le plus rapidement nos cités. Donc ici, en début de partie, évidemment, ce n'est pas le cas, personne ne peut construire de cité, mais ensuite, on va, attention, regarder, juste après la construction de cité, s'il n'y a pas une réduction des populations. Effectivement, les chiffres indiqués dans les cases vont indiquer le nombre maximum de pions qui peuvent se trouver dedans lors de cette phase, c'est-à-dire juste après la construction de cité. Alors, voilà pourquoi, et par exemple, il y a des 3 ici, donc si jamais je mets plus de 3 pions à cet endroit-là, eh bien malheureusement, je perdrai tous les personnages en plus de 3. Donc voilà pourquoi il est important de se repérer sur le plateau de jeu par rapport aux cases qui permettent de recevoir beaucoup de population. Ce sont elles qui permettront en priorité de construire des cités. Car effectivement, si j'ai beaucoup de pions, je peux les amener à un endroit, je construis les cités juste avant de faire ceci. Car effectivement, si je ne construis pas de cité, eh bien, il faudra que je retire tous les pions que j'ai empilés, sauf le maximum indiqué. Alors, juste après la phase de construction de ville et de réduction de population, nous avons la phase d'acquisition des cartes de commerce. Et c'est ces cartes-là qui, plus tard, nous permettront d'acquérir des cartes de civilisation pour la faire évoluer. Là, ce n'est pas le cas puisque personne n'a de cité, qu'il faut au minimum une cité pour commencer à recevoir ces cartes de commerce. On passe donc directement à la phase suivante qui est la phase de commerce, lors de laquelle les joueurs pourront s'échanger des cartes de commerce entre eux, mais là ce n'est toujours pas le cas puisque personne n'en a. Ensuite on passe à la phase d'acquisition des cartes de civilisation, mais personne n'ayant de cartes de commerce, personne n'a de sous pour les acheter. On passe ensuite à la phase de résolution des calamités, si jamais il y en a eu de jouer, mais là ce n'est pas le cas encore. Et on passe enfin à la dernière phase, la phase 12, qui est la phase de progression dans la TSA. Alors cette phase de progression est vraiment très simple, chaque joueur va avancer d'une case son marqueur de civilisation sur ce plateau. Alors vous allez me dire, oui, du coup tout le monde avance en même temps. Oui, mais le problème c'est que lorsqu'on va arriver sur des cases d'une couleur différente, eh bien il y aura une condition pour avoir le droit d'avancer son pion. Si jamais on n'arrive pas à répondre à la condition, eh bien on ne l'avancera pas, ce qui fait que les autres joueurs prendront de l'avance sur nous jusqu'à ce qu'on parvienne à réaliser la condition et donc à réavancer sur ce parcours. C'est comme ceci qu'on gagne la partie à la fin, quand on a réussi à passer tous ces niveaux et être arrivé sur la dernière case. Alors, quelle sera la première condition pour passer du néolithique à l'âge du bronze ancien? Eh bien, il nous faudra avoir construit au minimum 2 cités. Voilà pourquoi le but du jeu, eh bien, au début, c'est surtout d'essayer de construire le plus rapidement possible ces 2 cités. Et on est parti pour le second tour. Collecte des taxes, il n'y a pas de cité. Expansion des populations, et bien là, chacun va pouvoir rajouter des jetons sur ces cases. Alors attention, pour ne pas vous tromper, à partir du moment où vous en aurez beaucoup, vous pouvez aussi décider de les placer comme ceci, avant ensuite de les retourner, pour qu'il n'y ait pas d'erreur de fait quand vous aurez beaucoup de cases sous votre contrôle. Ensuite, c'est évidemment le recensement. On a tous 4 pions pour le moment, donc il n'y a pas de changement. On avance de 4 sur le census. On passe ensuite à la construction des navires. Là, personne ne souhaite construire de navires, donc il ne se passe rien. On passe à la phase suivante, la phase de mouvement. Alors attention, lors des mouvements, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour avancer stratégiquement? Eh bien, il va falloir essayer de rester à 1
ou 2 pions par case, car effectivement, si vous avez un pion sur une case, vous gagnerez un pion de population supplémentaire lors de la prochaine expansion. Si vous en avez 2, vous en gagnerez 2. Par contre, si vous en avez 4, 5 ou 6, enfin que vous avez le maximum indiqué, donc si par exemple j'en laisse 3 à cet endroit-là, eh bien lors de la prochaine expansion de population, je ne gagnerai que 2 pions, car c'est 2 au maximum qu'on ajoute. Vous voyez donc, pour gagner en population, eh bien, il va falloir essayer, surtout en début de partie, de maintenir cette prise de territoire avec 1 ou 2 pions pour gagner un maximum de census. Chacun fait alors ses mouvements, et ensuite on vérifie qu'on ne dépasse pas le chiffre indiqué sur chacune des cases, sinon on va devoir perdre les populations en trop. Pour finir, on n'oublie pas d'avancer sur la table de succession, et puis on continue ainsi de suite jusqu'à ce que les joueurs parviennent à construire leur première cité. Alors, nous avons vu que sur les cases où il y a un gros chiffre, par exemple, eh bien, les joueurs peuvent cohabiter en début de partie. Effectivement, il n'y aura de conflit que si le nombre de pions dépasse le chiffre indiqué. Donc à la fin d'un tour, on peut très bien terminer comme ceci. Lors de la prochaine phase d'expansion, eh bien, on rajoutera pour le joueur vert un pion parce qu'il a un pion sur la case, et 2 pions pour le bleu puisqu'il a 2 pions sur la case. Alors attention, là ensuite sur la phase de mouvement, il faudra évidemment que les joueurs bougent, car s'ils finissent le tour de mouvement avec ce chiffre 4 dépassé, et là c'est le cas, à ce moment-là, il y aura conflit. Alors attention, pour l'obligation de construction des 2 cités qui nous permet d'arriver dans le gris, eh bien nous voyons que toutes les civilisations ne sont pas à la même enseigne. Effectivement, ici, dans notre partie à 4, Babylone, dès la fin du 4e tour, devra avoir construit ces 2 cités pour avoir le droit d'avancer sur cette case, sinon il restera bloqué à cet endroit-là. Alors que les autres ont un petit peu plus de temps, et particulièrement la Thrace a encore 2 tours pour construire ces 2 cités. Alors, comment faire pour construire ces cités? Eh bien, lors de la phase de mouvement, il va falloir parvenir à entasser 6 pions sur les zones où il y a un petit carré pour y parvenir. Donc, imaginons que ce soit autour du joueur assyrien, et qu'il soit dans cette disposition-là, eh bien, il pourrait se dire, allez, moi j'ai envie de construire mes cités à Ninive et à Assur. Car effectivement, je ne vais pas pouvoir la faire à Mari, car j'ai 4 pions ici, et si j'amène les 4 là, eh bien ça suffira pas, et je ne pourrai pas rapatrier 2 pions supplémentaires. Effectivement, chaque pion ne peut avancer que d'une seule case. Donc il pourrait dire, allez, je déplace ces 2 pions sur cette case-là. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on peut les retourner pour montrer les pions qui se sont déjà déplacés. Ensuite, je pourrais décider de prendre 2 pions d'ici pour les amener là, de façon à avoir 4 pions déjà. Les 2 qui sont là, je pourrais peut-être les faire descendre sur ce territoire-là, qui peut en contenir jusqu'à 3. Ensuite, il faut donc j'en rajoute 2, et bien je peux en rajouter 2 provenant de cette région-là pour les mettre ici, hop. Et donc j'ai bien mes 6 pions qui sont à cet endroit-là. Enfin, il me reste 4 pions là, eh bien je pourrais par exemple décider de les amener aussi sur Ninive, de façon à construire mes 2 villes dans le même tour, puisqu'il y a 6 pions sur chaque. Mais je suis obligé d'attendre la fin des mouvements, et les autres joueurs vont peut-être vouloir venir m'attaquer sur ces cases pour m'empêcher de construire des villes, donc il faut toujours se méfier. En début de partie, on joue pas trop en général sur l'affrontement, car nous le verrons, la guerre coûte cher, mais voilà, on n'est jamais à l'abri. Alors attention aussi à certaines cases du plateau qui présentent de la mer ou de l'eau, car effectivement, par exemple, entre Suse et Lagash, il n'y a que de l'eau qui sépare ces 2 cases, il faudra donc un bateau pour pouvoir passer de l'une à l'autre. Donc là, il m'est interdit de prendre ces pions pour les ramener directement sur Lagash. Il faut savoir aussi que lorsqu'on va construire une cité sur une case, eh bien on ne pourra plus y mettre de pions de population. Ça va devenir des cases sur lesquelles on ne pourra plus faire stagner nos autres pions de population, et ça va un peu bloquer ces cases. Il faut donc choisir ces constructions de cités avec soin pour ne pas se retrouver bloqué par soi-même. Notre joueur babylonien pourrait donc se dire, bon, ben, je vais plutôt construire sur Suse, puisque je vais avoir de la difficulté à construire à Lagash, donc je vais prendre les 2 pions qui se trouvent là, hop, je vais les amener ici, ça en fait 4, je prends ces 2-là pour les amener là, ça en fait 6, je vais pouvoir faire ma ville ici.
La deuxième ville, eh bien, j'ai bien envie de la construire sur cet endroit-là, ça sera plus facile pour moi, donc je peux rajouter par exemple un pion provenant d'ici, un pion provenant de là, un pion provenant de là, et un pion provenant de là. Normalement, j'ai mon total de 6, voilà, je peux les mettre bien en tas sur la ville. Et puis les autres, je peux décider soit de les laisser sur place, soit de les déplacer, car elles n'ont pas encore bougé. Donc là, voilà, je pourrais par exemple, hop, 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 décider de faire un petit peu le tour pour me protéger un petit peu de l'arrivée de l'Assyrien, qui me paraît nombreux sur les cases, bien que lui aussi va construire des villes. Alors une fois les mouvements de tous les joueurs effectués, il y a ensuite les conflits qui se dérouleront juste avant la construction des cités. Une fois les conflits effectués, imaginons qu'il n'y en ait pas sur nos premiers tours, et bien tous les joueurs qui ont 6 pions ou plus sur une case qui présente une cité ont le droit de construire, et tous ceux qui auront réussi aussi à faire des piles de 12 pions ou plus sur une case normale pourront aussi y construire une cité. Évidemment, là, on préfère plutôt construire sur les emplacements de cité, c'est un peu moins cher en pions. Donc en fait, le joueur va tout simplement retirer tous ses pions et les remettre dans sa réserve personnelle, et à la place, placer un des 9 petits jetons de ville qu'il a à sa disposition devant lui. Ensuite, on effectue la réduction de population, toujours pareil, en vérifiant qu'on ne dépasse pas le chiffre indiqué sur chaque case et en perdant ses personnages. Mais attention, si jamais on avait placé par exemple plus de 6 pions sur un endroit où on vient de construire une ville, eh bien tous les pions de population restantes sur cette ville seront réduites aussi et seront remises dans la boîte. Effectivement, sur chaque zone de ville, il ne peut y avoir que le pion ville et aucun pion de population. Même si plus tard dans la partie, par exemple, j'amène des pions sur une de mes propres villes, eh bien malheureusement, je devrais, lors de cette phase, juste après la phase de construction des cités, tous les enlever. Ça permet, par contre, cependant, éventuellement de se protéger contre des attaques d'un autre joueur, mais uniquement pendant un tour. Alors, en plus de ça, dès qu'un joueur va parvenir à construire sa première ville, ou ses premières villes, eh bien immédiatement, après la phase de construction des cités et de réduction des excès de population, il y a la phase d'acquisition des cartes de commerce, et tous ceux qui ont construit des cités à ce moment-là, ou qui en ont déjà des tours précédents, vont pouvoir récupérer ces fameuses cartes. Le principe de pioche est alors très simple, vous allez tout simplement piocher une carte par cité que vous avez à ce moment-là sur la carte. Imaginons que ce soit donc autour de la Syrie, eh bien elle a construit 2 cités dans le tour, elle va piocher 2 cartes, et chacune des cartes sera piochée sur un tas différent dans l'ordre du 1 jusqu'au 9, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, eh bien, hop, je pioche forcément de la pile 1 et de la pile 2, et je vais pouvoir évidemment regarder secrètement ce que j'ai reçu comme type de matière première me servant à faire du commerce. Alors évidemment, si au tour d'après je construis une 3e cité, eh bien lors de ce tour, je piocherai dans le tas 1, le tas 2 et le tas 3. On ne pioche toujours qu'une carte dans chacun des tas lors de cette phase d'acquisition des cartes de commerce. Alors attention aussi, l'ordre de pioche de ces cartes n'est pas fait non plus au hasard, effectivement, il va être effectué par ordre croissant de construction de cités. Donc en fait, c'est le joueur qui a le moins de cités qui va se servir en premier, puis ensuite celui qui en a un peu plus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait pioché toutes ces cartes. Attention, si jamais il y a une égalité, on utilisera, comme d'habitude, le census. Alors, juste après cette phase de pioche des cartes, il y a une phase de commerce où les joueurs vont éventuellement pouvoir échanger des cartes les uns avec les autres. Mais il y a une condition, il faudra avoir au minimum 3 cartes de commerce en main pour pouvoir commencer à faire des échanges. Et on fera des échanges à 3 cartes contre 3 cartes. Donc, le plus intéressant est d'avoir au minimum 4 cartes pour que cette option devienne envisageable. Pour le moment, il n'y a que 2 cités qui ont chacune reçu 2 cartes, donc on peut passer à la phase suivante. Dans notre exemple, le Thrace n'a pas encore construit de cité, mais ce n'est pas grave, il n'en a pas besoin. Le joueur asiatique, c'est pareil, il peut encore avancer. L'Assyrien a construit 2 cités, ce n'était pas nécessaire de les faire tout de suite, mais il a préféré prendre de l'avance.
et le joueur babylonien a bien ces 2 cités sur la carte à ce moment-là, eh bien il va pouvoir progresser et commencer à arriver à l'âge du bronze ancien. S'il n'avait pas réussi à faire ces 2 cités, il serait resté bloqué ici, et ce n'est qu'au tour d'après qu'on vérifierait s'il a bien 2 cités et qu'il puisse avancer d'une seule case. Alors à partir du moment où les joueurs ont au moins une cité, eh bien les tours vont changer avec des phases supplémentaires. Donc phase 1, phase de la collecte des taxes. Et bien là, tous les joueurs qui ont des cités vont pouvoir recevoir des taxes grâce à ces cités. On va alors tout simplement prendre 2 pions de notre stock de population, les retourner sur leur face taxe et les disposer dans notre réserve des taxes qui se trouve ici à gauche, à raison donc de 2 par cité. Donc là, comme j'ai réussi à construire 2 cités, eh bien je récupère 4 taxes. Alors, ces jetons taxes vont représenter de l'argent qui va pouvoir s'ajouter à la valeur des cartes de commerce que l'on reçoit lorsqu'on construit des cités pour pouvoir ensuite acquérir les cartes de civilisation qu'on a disposées à côté du plateau de jeu. Toutes les cartes de la pile 1 valent 1, toutes les cartes de la pile 2 valent 2, etc. Donc vous comprenez que pour avoir des cartes de valeur 9, il faudra parvenir à construire 9 cités sur le plateau de jeu, ce qui n'est pas évident. Et donc, à ces valeurs-là vont s'ajouter les petites taxes qui valent chacune 1. Et donc, ça permet aussi de faire des arrondis et d'ainsi économiser aussi des cartes de commerce. En plus de ça, cet argent des taxes va permettre de construire et d'entretenir une flotte de navires. Nous verrons ça juste après. Alors, pendant qu'on y est sur les cartes de commerce, eh bien, il va falloir plus tard dans la partie tenter d'en obtenir plusieurs identiques. Effectivement, si j'obtiens plusieurs cartes ocre, au lieu qu'elles valent une, eh bien, elles vaudront la valeur qui est indiquée ici. C'est-à-dire qu'un groupe de 3 cartes ocre me rapportera 9 et sera donc échangeable contre des cartes de civilisation pour une valeur de 9. Et la même chose pour le fer, évidemment il y a moins de cartes de fer, et si on arrive à avoir le maximum, c'est-à-dire 5 cartes de fer par exemple, eh bien je pourrais les échanger contre 50 lors des achats de cartes de civilisation. Je peux aussi donc ajouter ça, donc là au maximum pour le moment, j'ai 1 et 2, ce qui fait 3, 4, 5, 6, 7 points pour pouvoir acquérir des cartes, ça ne suffit pas pour le moment. Alors, attention cependant plus tard dans la partie aux révoltes. Effectivement, si jamais vous avez besoin de collecter des taxes et donc de mettre 2 pions par cité construite à votre gauche et que vous n'en avez pas assez à disposition parce que vous avez déjà utilisé tous vos pions sur le plateau de jeu, vous aurez droit à une révolte des cités. Donc méfiez-vous, il faudra toujours quand même qu'il y ait un petit peu de stock ici lorsque vous passez à la collecte des taxes. Ensuite, on passe à l'expansion des populations. Alors attention, les endroits où on a une ville ne permettront pas de recevoir des pions de population supplémentaires. Effectivement, l'expansion ne se fera que sur les zones où nous avons des pions de population. Voilà ce que ça change aussi par rapport aux villes. Alors évidemment, construire ainsi des villes va freiner votre census. Effectivement, juste après avoir fait l'expansion des populations, eh bien cette fois-ci, il faudra bien compter pour chaque joueur le nombre de pions dont il dispose pour effectuer un census correct. Alors, juste après la phase de recensement, il y a la phase de construction des navires. Alors, celle-ci est effectuée dans l'ordre de la TSA, donc ce sera ici dans notre exemple la Thrace qui commencera, l'Asie en deuxième, Assyrie et Babylone en dernier. Et les joueurs qui décident de construire des navires vont pouvoir, s'ils ont du trésor, payer 2, c'est-à-dire prendre 2 pions du trésor pour les remettre dans leur réserve pour avoir le droit de construire un navire et de le placer sur la carte, dans une zone leur appartenant, là où ils ont déjà un pion au moins, et qui est de l'eau. Évidemment, on ne peut pas construire directement sur la terre. Là, je ne peux pas construire mon navire à cet endroit-là. Enfin, si, là, je peux parce qu'il y a un petit peu d'eau. Donc, je pourrais le construire sur cette case si je le souhaite. Alors, les joueurs peuvent aussi construire des navires plus tôt s'ils en ont besoin, avec des pions de population. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 2 avec un trésor, eh bien, ils peuvent très bien aussi décider de construire un navire sur une case, en enlevant 2 pions de population qui retournent dans leur réserve. Je peux même éventuellement le faire ici, en dépensant les 2 pions de population qu'il y a. Bon, il n'y a plus de pions de population sur la case, mais c'est bon, mon navire a quand même été construit lors de ce tour.
Évidemment, je peux aussi construire plusieurs navires dans le même tour, et là, par exemple, je pourrais en mettre un deuxième ici, en construisant un, finalement, à cet endroit-là, en sachant qu'on est limité à 4 navires, puisque nous n'avons que 4 pions navires. Ensuite, lors de la phase de mouvement, eh bien, je pourrais utiliser les navires. Alors, les navires servent au transport, ils ne vont pas servir au combat. Donc, attention, ils peuvent transporter des troupes à condition d'en récupérer en bord de plage. Les navires ont une contenance de 5 pions, donc ils peuvent en contenir jusqu'à 5, et ils peuvent avancer jusqu'à 4 cases, mais attention en faisant en début de partie que du cabotage, c'est-à-dire en allant de cases qui contiennent de la terre à cases qui contiennent de la terre. Il leur est donc interdit pour le moment d'entrer sur les grandes cases de mer qui se trouvent comme ceci au centre du jeu. Donc ici aussi, hein, attention, là il n'y a aucune terre dans cette case, on ne peut donc pas y rentrer. On peut rentrer que dans les cases où il y a au moins un peu de terre. Alors ensuite, pour le mouvement, rappelez-vous que c'est l'ordre du census, donc ce sera le joueur qui a la plus grosse population qui va jouer en premier. Dans mon exemple, c'est la Thrace, et ensuite c'est à l'Asie de jouer. Donc elle va pouvoir ensuite utiliser ses navires et ses pions. Alors attention, monter et descendre d'un navire va être considéré comme étant un mouvement, et donc une population qui va descendre d'un navire ne pourra pas réavancer d'une case supplémentaire. En plus de ça, les pions ne pourront pas rester dans un bateau d'un tour sur l'autre, il faudra forcément qu'ils débarquent. Donc là, par exemple, notre joueur pourrait dire ben, j'ai construit un navire ici, je peux très bien, si je le souhaite, dire eh bien là, je fais monter un bonhomme dans le bateau, hop, ensuite j'avance mon bateau d'une case, je peux faire monter un autre bonhomme dans le bateau si je le souhaite. Voilà, les bonhommes peuvent rentrer-sortir du navire comme ils le souhaitent sans problème. J'avance encore d'une case, imaginons que là j'ai envie de me charger au maximum, j'ai 5 places dans le navire, donc comme il y en a déjà 2 de prise, eh bien je peux prendre 3 pions supplémentaires qui viennent dans le navire, je pourrais même décider de débarquer à d'autres endroits, et puis je continue, donc je suis parti de cette case-là, donc ça fait 1, 2, 3, et 4, je peux aller jusqu'à 4 cases au maximum, et ici je pourrais décider de débarquer tout le monde. Mais le problème, c'est que si je débarque tout le monde, et que j'en ai pris 5, et bien malheureusement, comme il n'y a que 3 de possibles sur la case, je vais perdre des personnages. Donc voilà pourquoi, lors du déplacement des navires, eh bien, il faudra peut-être plutôt que j'en pose 2 ici, et que les 3 autres, je les pose là. Effectivement, ils peuvent rentrer, sortir du navire sans problème. Mais attention, tous ces pions sont considérés maintenant comme ayant bougé. Ils ne vont donc plus pouvoir se déplacer lors du même tour. Pour m'en rappeler, eh bien, je peux les retourner sur la bonne face. Alors attention, pour les tours suivants, si on a déjà des navires en jeu, eh bien soit on peut très bien en construire d'autres, toujours pareil en payant 2 du trésor, ou bien 2 avec des pions qui sont sur la case sur laquelle on construit, mais il faudra aussi, si on le souhaite, les garder, entretenir les navires qu'on a déjà construits au tour précédent. Donc pour l'entretien, ça va coûter que 1. Donc soit je paye 1 du trésor par navire pour les maintenir sur les cases que je souhaite, soit je peux en payer qu'une partie et puis faire couler les autres, à ce moment-là ils réintègrent mon stock, voilà, soit tous les régler et puis même en construire d'autres si je le souhaite. Alors, parlons maintenant des conflits. Alors, les conflits, je vous le rappelle, se déclarent lorsqu'il y a trop de pions par rapport aux chiffres indiqués. Donc là, par exemple, le joueur assyrien a décidé d'aller sur cette case-là, d'aller embêter ce joueur qui s'apprête à construire une cité et qui a joué avant lui, donc il a mis ses 6 pions, et bam, j'en ai envoyé 2. Et puis, ici. Alors ici, comme le maximum de la case est à 4 et que nous sommes 3 pions, eh bien il n'y aura pas de conflit. Je ne peux pas déclarer un conflit si jamais nous pouvons vivre en paix. Donc là, ça va vivre en paix. En revanche, ici, il n'y a qu'un point pour une population, et donc là, il va y avoir combat. Alors, un combat, c'est très simple. On va regarder quel est le joueur qui a le moins de pions sur la case. Là, c'est le joueur vert. Et celui-ci va commencer en enlevant et en perdant un de ses personnages. Donc, pan, il en perd un. Et à ce moment-là, on vérifie. Est-ce qu'il lui en reste encore? Et à ce moment-là, le conflit continue par l'autre joueur. Ou est-ce qu'il n'y en a plus? Ben là, il n'y en a plus. Donc, le combat est terminé et notre joueur assyrien a réussi à prendre la place. Si par contre il y en avait eu 2, imaginons, et que je sois venu avec 3, à ce moment-là, lui, il en avait moins que moi, donc il en perdait un, ensuite j'en perdais un, ensuite il en perdait un, et enfin j'en perdais un dernier. Et je prenais donc le territoire pour moi.
Alors attention, ce n'est pas forcément le défenseur qui retire son premier pion. Effectivement, ici j'ai attaqué avec 2 pions à un endroit où il y en a 6 adverses, et bien à ce moment-là, comme c'est moi qui en ai le moins, c'est moi qui en perds un, lui en perd un, moi j'en perds un, et puis voilà, on s'arrête là, donc il n'a perdu qu'un seul pion, maintenant il en a 5 par contre, et il ne va pas pouvoir construire sa cité. Enfin, évidemment, s'il y a une égalité entre l'attaquant et le défenseur, eh bien à ce moment-là, on retirera nos pions simultanément. Donc bam bam, un de chaque côté, et puis encore bam bam, un de chaque côté, et puis encore bam bam, et bien à ce moment-là, il n'y a plus personne sur le territoire. Mais attention cependant, car les combats ne se poursuivront que jusqu'à ce qu'on atteigne le bon chiffre indiqué sur la case. Effectivement, dans cet exemple-là où c'est sur un territoire à 4, eh bien mon adversaire perd un pion, et immédiatement on se retrouve avec 4 pions au total sur la case, ce qui est le maximum. Et bien là, le combat s'arrêtera immédiatement, et donc je n'éliminerai pas complètement mon adversaire. Il n'est donc pas si facile que ça d'éliminer les personnages d'une case, car effectivement, même si j'en avais emmené 4, il en aurait perdu un, j'en aurais perdu un, et à ce moment-là, on était à 3 contre 1, et bien 4, et ça marchait encore. Donc pour pouvoir vraiment l'éliminer, il aurait fallu que j'y aille avec 5 pions contre 2, pour qu'il en perde un, j'en perde un, il en perde un, et j'en reperde un, et je n'en reperde plus, puisque j'aurais réussi à l'éliminer, et que je suis bien à 4 sur la case tout seul. Alors attention, ensuite, il sera possible aussi d'attaquer des cités adverses, mais elles seront considérées comme ayant 6 personnages dessus, il faudra donc dépasser cette taille de 6 pour parvenir à la détruire. Effectivement, si un joueur vient sur une case d'une cité adverse avec moins de pions que 7 pions, eh bien, tous ces pions seront éliminés lors de la phase de réduction des populations. En revanche, s'il parvient à en amener 7 ou plus de 7, la cité tombera, et à ce moment-là, on la remplacera immédiatement par 6 pions de l'adversaire, et le combat se déroulera normalement en fonction de celui qui en a le moins par rapport à l'autre, et ce sera lui qui commencera à les retirer un par un. Vous pouvez donc, lors de votre tour de déplacement, décider de venir défendre une cité. Donc pour défendre une des propres cités, imaginons que j'emmène 3 pions à cet endroit-là, et bien si jamais des adversaires entrent dessus, lors de la résolution des conflits, à ce moment-là, il y aura d'abord un combat devant la cité. Donc là, par exemple, boum, j'en perdrai un, mon adversaire en perdra un, j'en perds un, mon adversaire en perd un, j'en perds un, et c'est terminé. Et ce n'est qu'ensuite qu'on vérifie s'il y a bien 7 pions ou plus devant encore la cité. Là, ce n'est pas le cas, et donc à ce moment-là, mon adversaire perd tous ses pions et ma cité a résisté. Alors, attention, si jamais un joueur n'a pas le nombre de pions nécessaires, c'est-à-dire 6, pour pouvoir les mettre à la place de sa cité lorsque celle-ci se fait attaquer par un ensemble de 7 ou plus, eh bien malheureusement, il sera obligé de faire une reddition, et donc de remplacer immédiatement sa cité par un pion de cité adverse. Son adversaire en bénéficiera. Alors pour éviter cela, si jamais il a d'autres combats en cours, il pourra indiquer qu'il préfère que tous les autres combats se déroulent pour éventuellement récupérer ses pertes et avoir donc ses pions à disposition pour pouvoir les remplacer par la cité. Rappelez-vous donc que c'est après cette phase éventuellement de combat, de conflit, qu'il y a la construction des cités. Donc là, ce joueur-là a réussi à conserver ses 6 à cet endroit et il construit bien sa cité-là. Par contre, ici, comme je lui ai fait un combat, il n'en a plus que 5. Et bien malheureusement, juste après, il y a la réduction de population. Il ne peut donc rester qu'au maximum indiqué sur la case, à 2, et il perd ses 3 personnages qu'il restait. Alors attention aussi, juste à la fin des combats, on vérifiera que chaque cité en jeu peut encore être ravitaillée. Pour être ravitaillée, une cité doit bénéficier du soutien de 2 pions situés n'importe où sur le jeu. Donc là, par exemple, pour ce joueur assyrien qui a 2 cités, eh bien, il lui faut toujours minimum 4 pions population sur la carte. Si jamais à la fin des combats, il se retrouve avec moins de 4 pions de population, eh bien malheureusement, il sera obligé de réduire les cités qui ne peuvent pas être ravitaillées. À ce moment-là, il choisira celles qu'il désire réduire, et lorsqu'une réduction s'effectue, eh bien tout simplement, on enlève un pion du jeu, et enfin un pion cité, et on le remplace par le nombre maximum de population qu'il peut y avoir sur cette case. Donc là, par exemple, 3.
Alors, après la phase d'acquisition des cartes commerce et des éventuels échanges, eh bien, comme d'habitude, on avance dans la table de succession. Alors, attention, car le deuxième niveau, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, pour passer de l'âge, du bronze ancien à l'âge du bronze récent, il faudra avoir 3 couleurs de cartes de civilisation, et donc il va falloir songer à les acheter. Alors effectivement, ces cartes de civilisation ont un coût indiqué dessous qu'il faudra payer grâce à nos cartes de commerce et aux combinaisons qu'on réalisera avec elles. En plus de ça, elles ont 4 couleurs différentes qui correspondent pour le bleu à l'art, ce sont des cartes d'art. Pour les cartes orange, ce sont les cartes d'artisanat. Les cartes vertes sont des cartes de science. Et les cartes rouges-roses sont des cartes de civisme. Et les cartes de civisme sont d'ailleurs les plus chères du jeu. Alors attention, quelques cartes sont bicolores, dont le mysticisme qu'on a placé si on fait une partie longue, car effectivement il a 2 couleurs. Il permettra donc, en récupérant le mysticisme et une autre couleur, donc orange par exemple, de parvenir à passer de l'âge du bronze ancien à l'âge du bronze récent assez simplement. Si par contre vous n'avez pas de carte mysticisme à disposition, eh bien ça va être évidemment plus complexe. Alors, parlons en détail de la phase de commerce. Lors de la pioche déjà du commerce, attention, car les dernières cartes qu'on a placées sous chaque paquet sont des cartes pour les premières rouges, et pour les autres des cartes avec un dos identique aux autres, et elles correspondent à des catastrophes qui risquent de nous arriver. Donc par exemple, celle qui est dans la pile 2, c'est éruption volcanique ou séisme. Eh bien, si un joueur doit piocher une carte de commerce et que c'est la carte rouge qui se retrouve sur le dessus du paquet, il sera obligé de la récupérer et de la placer face visible devant lui. À la fin de ce tour, il y aura une phase de calamité. En revanche, si vous piochez dans les paquets supérieurs une carte à dos noir qui est une carte de calamité, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir la garder en main comme si c'était une carte de commerce normale et vous allez essayer de l'échanger lors de la phase d'échange pour qu'un autre joueur la reçoive. Si un autre joueur reçoit une carte calamité lors d'un échange, il sera obligé de la révéler face visible devant lui, et c'est lui qui subira cette calamité. Mais d'abord, lors de cette phase de récupération des cartes commerce, si un joueur a 18 or ou plus dans sa trésorerie, c'est-à-dire les pions de population qu'il a transformés en trésor grâce à la taxation en début de tour, eh bien il pourra dépenser 18 pour acquérir une carte du dernier paquet, qui sont les cartes d'or. Les cartes d'or ont une valeur de 9 déjà par unité, et en plus de ça, si vous réussissez à en avoir plusieurs identiques, eh bien elles vont vous rapporter 36 si vous en avez 2, ou 81 si vous parvenez à avoir les 3 cartes or seulement qui sont disponibles, et qui se terminent aussi par une calamité. Alors ensuite vient la phase de commerce. La phase de commerce, je peux échanger avec n'importe qui autour de la table des ensembles d'au minimum 3 cartes. Effectivement, je ne peux pas en échanger que 1 ou 2, c'est minimum 3, mais après je peux monter à 4, 5, 6, enfin autant de cartes que je veux. Ensuite, une fois mon lot constitué à l'échange, eh bien je suis obligé d'annoncer sa valeur totale. Donc si par exemple je désire échanger en fait 2 ocres et un fer, eh bien mes 2 ocres ont une valeur de 4 et mon fer une valeur de 2, donc ça veut dire j'ai un lot qui vaut 6. Donc ça, je suis obligé de l'annoncer. Et ensuite, je suis aussi obligé d'annoncer au moins un des produits qui constituent cette main de cartes. Donc là, par exemple, je peux dire, bon, ben, j'échange un lot dans lequel il y a du fer et qui a une valeur de 6. Aux autres joueurs de faire les déductions qu'ils veulent. Je peux aussi parfaitement tout dire, hein. Je peux dire la réalité, puis dire, ah ben, moi je donne 2 ocres et un fer, 2 ocres et un fer pour une valeur de 6, qui est intéressé. Je peux aussi parfaitement mentir du moment que je dis au moins une chose de vraie. Donc je peux dire, ah ben, je donne 2 pots et un fer, alors qu'en fait c'est pas des pots que je donne, mais c'est des ocres. Donc voilà, tout est possible, mais en essayant évidemment de faire des échanges fructueux qui vont vous permettre d'obtenir plusieurs cartes identiques. Donc là, par exemple, je pourrais annoncer, ben, je cherche du papyrus, pour essayer d'avoir des papyrus en plus qui vont augmenter rapidement leur valeur.
Alors, vous pouvez faire autant d'échanges que vous voulez avec les autres joueurs, toujours un joueur avec un joueur, et puis lorsque vous êtes satisfait, eh bien vous arrêtez le commerce. Alors, il est conseillé de prendre par exemple un chronomètre et de limiter cette phase à 5 minutes si vous voulez pas que ça rallonge trop la durée du jeu. Une fois que c'est fait, on passe donc à l'acquisition des cartes de commerce, et par contre, cette acquisition va toujours se faire dans le sens inverse de la TSA. Donc là, par exemple, ce sera le joueur babylonien qui sera le premier à acheter des cartes de commerce s'il le souhaite. Alors, on fait donc à ce moment-là, lorsqu'on achète le total des cartes que l'on a en main, pour savoir quels sont les lots que l'on peut constituer. Donc là, par exemple, 3 papyrus valent 18, 3 pots valent 9, ce qui me fait un total de 27, plus les taxes que j'ai, donc 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, je peux donc aller jusqu'à 35 en achat de cartes de civilisation. Je pourrais donc par exemple dire, eh bien j'achète une carte de mysticisme, si bien sûr elles sont à disposition, car elles ont un coût de 30, et donc je peux même économiser 5, il y a 5 jetons provenant de mon trésor que je ne vais pas défausser. Par contre, les autres cartes de commerce qui m'ont servi à acheter, et celles-ci sont pour le moment défaussées par valeur à côté du plateau de pioche. Alors, attention, une fois que chaque joueur aura pu acquérir des cartes de commerce ou non, on vérifiera que chacun n'a plus que 6 cartes au maximum de commerce en main. Si jamais on a plus de 6 cartes, eh bien on va devoir défausser des cartes sans pouvoir les utiliser. Voilà pourquoi il faut toujours essayer d'optimiser au maximum sa main, une main de 6. Alors évidemment, vous pouvez en avoir plus lors de la phase d'échange, et vous pouvez les défausser pour acquérir des cartes de civilisation. Mais une fois que vous avez fait vos achats de cartes civilisation, si vous en avez trop, il faudra les défausser. Alors attention, lors de cette défausse, si vous avez seulement plus de 6 cartes en main, eh bien vous aurez aussi le droit de vous débarrasser des cartes de calamité, mais uniquement celles à dos noir. Celles qui ont un dos rouge, vous serez obligé de les prendre. Les cartes de calamité que vous n'avez pas réussi à échanger avec les autres joueurs, eh bien si jamais vous avez plus de 6 cartes, vous pourrez aussi les défausser dans le paquet correspondant. Alors, lors des échanges, le mieux c'est d'échanger ces cartes et d'essayer de les donner à un autre joueur. Car effectivement, lors d'une phase de commerce, si vous recevez une carte calamité dans un panel de 3 ou plus échangé avec un autre joueur, eh bien vous serez obligé de la révéler, de la placer face visible devant vous et de subir la calamité en question. Alors, lorsqu'on les échange, elles ont une valeur de 0. Donc, si par exemple, j'essaye de l'échanger dans un panel avec 4 cartes, imaginons que j'échange avec ceci, ces deux-là valent 4, celle-ci vaut 1, je suis donc obligé de dire que le total de ces cartes fait 5, et donc cette carte vaudra 0. Donc les joueurs, s'ils réfléchissent, peuvent peut-être déduire que vous allez essayer de leur donner une carte de calamité. Donc c'est pas si évident que ça de les donner aux autres joueurs pour les obliger à avoir des pénalités. Alors une fois ces défausses effectuées, eh bien on va reprendre chaque paquet de cartes défaussées par les joueurs et triées par chiffre, on va bien les remélanger, alors surtout les 1 et les 2, car il y a 2 types de ressources dans ces paquets-là, et on va les replacer tout simplement sous les paquets. Ce qui fait que les cartes de calamité vont ainsi monter dans le paquet, on ne va plus exactement savoir où elles se trouvent. Si jamais évidemment il y a des cartes de calamité qui ont été aussi défaussées, eh bien on les remélangera aussi, et elles seront aussi replacées dans le tas sous le paquet de cartes correspondantes. Alors, une fois cette phase d'acquisition des cartes de civilisation complètement terminée, eh bien on va passer tout simplement à la résolution des calamités. Tous ceux qui ont dû mettre une carte calamité devant eux parce qu'ils ont tiré une carte rouge lors du tour, ou qu'on leur a échangé en leur donnant une carte de calamité à dos noir, eh bien devront les résoudre. Alors, s'il y a plusieurs calamités qui ont été révélées lors du tour, on va les résoudre dans l'ordre des chiffres, en fait. Donc 2, 4, 5, par exemple. Mais un même joueur n'a pas à subir plus de 2 calamités. Donc si jamais, par exemple, comme ceci, j'ai pris 3 calamités dans le tour, je résoudrai uniquement les 2 premières, et la dernière ne sera pas résolue, je ne la prendrai pas.
Alors, il n'y a pas de calamité dans le paquet 1, mais par contre, il y en a déjà dans le paquet 2. Si jamais un joueur doit subir une calamité de niveau 2, éruption volcanique ou séisme, on va d'abord vérifier s'il n'a pas des pions à lui dans une zone où se trouve un volcan. Il y a ici un volcan à côté de Terra, c'est ce petit triangle blanc. Il y en a un ici à Cume et un ici à Syracuse qui comptent pour les deux cases qui se trouvent autour, ces deux-là. Donc là, par exemple, si le joueur Thrace avait une cité qui était bâtie à cet endroit-là, eh bien malheureusement, en prenant une telle carte d'éruption volcanique, boum, il va y avoir une éruption et on va tout simplement retirer tous les pions qui se trouvent sur cette case, même s'il avait des pions, par exemple, avec un autre joueur. Donc imaginons qu'il y ait deux joueurs comme ceci, et bien boum, les pions des deux joueurs sont éliminés parce qu'il y a au moins un pion vert qui se trouve à cet endroit-là. Pour les deux autres volcans qui font deux cases, eh bien si le joueur a une unité d'un côté ou de l'autre sur un de ces volcans, eh bien boum, les deux cases seront concernées et donc on enlèvera tous les pions de tous les joueurs qui s'y trouvent. Mais encore faut-il évidemment qu'il y ait un pion du joueur qui a reçu la carte éruption volcanique. Sinon, si le joueur n'a aucun pion qui se trouve sur les cases présentant ces volcans, eh bien la carte se transforme en séisme. Pour un séisme, il va pouvoir choisir la ville lui appartenant de son choix pour la réduire, c'est-à-dire l'enlever pour la remplacer par le nombre maximum que peut contenir la case en unité. Donc là, par exemple, boum, il peut décider que ce soit Kanesh qui soit réduite. À ce moment-là, s'il le fait sur une ville qui est adjacente à des villes adverses, eh bien il peut aussi dire que le tremblement de terre s'étend jusqu'à ces villes qui vont être aussi détruites, mais il n'en choisit qu'une seule. Donc là, par exemple, je pourrais choisir de dire au joueur orange, eh bien tu réduis Atusas ou tu réduis cette ville-là. Alors, la catastrophe du niveau 3, c'est l'inondation. Alors là, on va vérifier si le joueur a bien des pions qui se situent sur une vallée inondable. Les vallées inondables, elles sont en vert foncé, comme ceci. Et donc, juste à côté de Lagash et Babylone, eh bien, toute cette zone-là peut être concernée par cette catastrophe. Alors à ce moment-là, le joueur victime va devoir perdre 17 unités. Alors comment est-ce qu'on compte les unités? Ça va évidemment être un point pour chaque peuple, mais les cités vont être aussi concernées et elles représenteront 5 unités. Donc là, par exemple, en perdant 17 pour le joueur babylonien, eh bien, il est très très mal, car en fait, ces deux villes font 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il n'a que 18 unités sur cette zone. Il ne va donc laisser qu'un pion sur une seule de ces cases, et tous les autres seront détruits. Donc vous voyez que c'est quand même très très dangereux. Il faut donc faire attention lors du placement, lorsqu'on se met sur ces zones inondables. Donc essayez peut-être de ne pas concentrer tous vos pions à cet endroit-là pour pouvoir survivre à une éventuelle inondation. Alors en revanche, évidemment, si un joueur n'a aucune unité sur une plaine inondable, eh bien ça ne l'affectera pas. Il n'y a pas d'alternative comme le séisme pour le volcan. Mais en revanche, il est aussi possible de faire perdre des pions aux adversaires. Effectivement, s'il y a des adversaires qui se trouvent dans la même zone inondée, eh bien on en perd 17 de notre côté, mais on peut en faire perdre jusqu'à 10 unités adverses qu'on choisit et qu'on sélectionne, et qui vont être éliminées. Donc imaginons par exemple que le joueur assyrien soit ici, eh bien il va perdre une unité si ça l'affecte, et il va pouvoir faire perdre 10 unités à son adversaire babylonien. Ensuite, et toujours à dos rouge, nous avons au niveau 4 la famine. Alors lorsqu'on subit une famine, eh bien malheureusement on va devoir perdre jusqu'à 9 unités, donc on choisit 9 personnages, ou on peut réduire des villes en considérant que les villes représentent aussi 5 unités, de façon à en enlever 9 du plateau de jeu. En plus de ça, on peut choisir aussi d'en faire perdre 20 à d'autres joueurs. Et là, n'importe où sur la carte, on n'est même pas obligé d'être à côté d'eux. Mais par contre, on ne peut donner un maximum que de 11 unités à perdre à chaque joueur. Donc on répartit ces 20 points en fait entre les joueurs en disant bah, toi tu vas en perdre 5, toi tu vas en perdre 5 et toi tu vas en perdre 10, en faisant attention de ne pas dépasser 11 par joueur. Et là par contre, c'est chaque joueur qui choisit quelles unités il désire perdre.
Ensuite, dans le tas 5, nous avons la guerre civile. Alors, la guerre civile ne s'appliquera que si le joueur a 35 unités sur la... enfin, a plus de 35 unités sur la carte. 35 unités, c'est toujours pareil, en comptant 5 points pour les villes et 1 point pour les personnages. Donc ici, par exemple, pour le joueur vert, eh bien, il en a plus, donc on va faire, malheureusement, la guerre civile pour lui, puisque c'est lui qui l'a reçue. Alors, une partie de son peuple va passer dans le camp d'un ennemi, et il va devoir choisir cet ennemi. Donc là, par exemple, il pourrait très bien décider que ce soit un des joueurs qui soit à côté de lui, ou un autre joueur qui est carrément à l'autre bout de la carte. Il peut tout à fait dire, eh bien là, c'est le Babylonien qui va me prendre un certain nombre de personnes. On va d'abord fabriquer 2 clans. Et le premier clan fera 35 unités. Mais attention, ce n'est pas le joueur lui-même qui va choisir la totalité de ces 35 unités, il ne va en choisir, lui, que 15. Il désigne donc pour un total de 15 unités pour commencer. Donc par exemple, on pourrait dire, bon, j'ai 3 villes, leur total fait 15, donc je les mets dans cette partie de mon groupe qui va se diviser en 2. Ensuite, c'est l'adversaire qui l'a désigné, donc là, le joueur babylonien, qui va désigner les 20 unités supplémentaires qui vont faire partie de ce premier groupe que j'ai désigné. Alors, notre babylonien pourrait dire, bon, là, tu as 3 personnages, donc 3, on les retourne, c'est plus facile pour les reconnaître, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc hop, tous ces pions-là vont être retournés pour bien qu'on identifie quel est ce premier groupe que l'on va comptabiliser avec ceux choisis par le joueur victime. Donc ici, ça fait donc ce groupe de 3 villes plus tous ceux qui sont sous forme d'amphores. Et le deuxième groupe, eh bien, ce sont tout simplement les pions qui restent. Donc là, il reste seulement 3 pions, car j'avais 35, 36, 37, j'avais 38 personnages, enfin 38 unités sur le plateau de jeu. Mais évidemment, plus vous aurez d'unités sur le plateau de jeu et plus vous aurez construit de villes, plus ceux restants, eh bien, seront nombreux. Eh bien, ces 2 groupes étant maintenant bien identifiés, eh bien, le joueur victime choisit lequel des 2 il désire conserver. Donc là, évidemment, je vais conserver le groupe le plus nombreux avec les 3 villes que j'avais sélectionnées moi-même. Et donc, les 3 petits pions qui restent vont tout simplement passer à l'ennemi. Je vais les retirer pour les remettre dans ma réserve personnelle, et ils vont être remplacés par des pions appartenant au joueur que j'ai désigné. Vous comprenez donc que si je n'ai pas beaucoup plus que 35, eh bien la guerre civile n'est pas très grave, mais si par exemple j'ai 60 unités sur la carte, eh bien il y en a 35 qui font sécession, donc que je choisis avec mon adversaire, et puis ensuite on voit qu'est-ce qui reste parmi les autres, et à ce moment-là, je peux éventuellement me poser la question, lequel des 2 groupes je vais conserver, et puis en plus ça peut me faire très mal au niveau évolution future. Ensuite, nous passons aux catastrophes qui arriveront sur un échange, car effectivement, elles sont à dos noir. Alors je vous rappelle que si jamais vous les piochez, eh bien, il faudra tenter de les échanger lors de la phase d'échange, pour que le joueur qui la reçoit soit obligé de la révéler et de la subir. Alors l'épidémie va concerner tous les personnages du joueur qui l'a reçu, en plus de 1 sur chaque case. Effectivement, il va perdre des unités sur le jeu, mais il laissera quand même au minimum un personnage par case. Alors attention, les villes comptent toujours pour 5, mais comme on est obligé de laisser au minimum un pion dessus, eh bien ça voudra dire que si on réduit une ville, on laissera seulement un personnage dessus. Donc là, par exemple, notre joueur doit subir, et on doit toujours subir, 16 pertes, si on peut, et si c'est possible, si effectivement ça ne rompt pas en fait cette règle de laisser un pion par case. Donc là, par exemple, pour le vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 là il en laisse 1, et bien ça fait que 9 personnages qu'il peut perdre, et il va devoir donc s'attaquer à des villes. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, malheureusement il va devoir réduire 2 villes, et enlever tous les personnages qu'il a sur les autres cases, sauf 1. Mais quand même, pour se venger, le joueur qui a reçu l'épidémie a le droit de faire perdre jusqu'à 25 unités à ses adversaires, sauf
à celui qui lui a transmis la carte épidémie, celui-ci est protégé. Par contre, parmi les autres joueurs, il peut leur faire perdre 25 unités au maximum, en sachant qu'il ne peut en donner au maximum que 10 à perdre par nation. Donc là, par exemple, dans notre exemple à 4 joueurs, eh bien, il ne pourrait aller qu'à 20, puisqu'il pourrait dire, ben, toi, tu vas perdre 10, toi, tu vas perdre 10, et celui qui m'a transmis la carte, eh bien, je ne peux pas lui en faire perdre. Évidemment, ce sont quand même les joueurs qui subissent, qui choisissent les pions qu'ils perdent, en laissant un par case au minimum. Ensuite, nous avons les désordres civils. Alors c'est assez simple, on va vérifier que le joueur ait bien plus de 4 cités de construites. Si jamais il n'a pas plus de 4 cités, eh bien ça ne fonctionnera pas. En revanche, imaginons qu'il en ait 5, eh bien malheureusement il va devoir perdre toutes celles qui dépassent ce nombre. Donc s'il en a 5, eh bien il en perd une. Il choisit celle qu'il souhaite, et à ce moment-là, il la réduit, c'est-à-dire qu'il l'enlève et il remplace par le nombre maximum de personnages qui peuvent se trouver sur la case en question. Ensuite, au niveau 8, nous avons l'iconoclasme et l'hérésie. Alors là, c'est encore pire, quel que soit le nombre de cités du joueur, celui-ci doit en perdre 4. Donc il enlève les 4 et pareil, il les remplace par le chiffre maximum indiqué. Il choisit bien sûr lesquels. Mais en plus de ça, pour se venger, il pourra enlever 2 cités du plateau de jeu, quels que soient les joueurs à qui elles appartiennent. Donc ça peut être 2 au même joueur, ou bien 2 à des joueurs différents, et c'est lui qui choisit lesquelles de ces cités vont être réduites de la même façon. Enfin, nous avons la piraterie. Alors si vous piochez cette carte, il va falloir l'échanger pour la donner à un joueur pour pouvoir lui réduire des cités côtières en fonction de votre nombre de bateaux dans la même étendue d'eau. Donc là, la Méditerranée, évidemment, elle va jusque là-bas. Du moment que c'est connecté, tout ceci est considéré comme étant la même étendue d'eau, mais par contre, ici et là-bas, ce n'est pas la même étendue. Donc, lorsque, par exemple, le joueur orange a réussi à donner la carte piraterie au joueur vert, eh bien celui-ci a 2 bateaux dans cette étendue d'eau, il va pouvoir détruire carrément 2 cités de son adversaire, mais uniquement des cités côtières. Les cités côtières, c'est évidemment celles qui donnent sur l'eau. Donc là, par exemple, il y a 2 cités côtières appartenant à son adversaire, et bien boum, il va les détruire complètement. Cette fois-ci, ce n'est même pas de la réduction, et bien bam bam, on les enlève. Ce qui permettra éventuellement aux joueurs ensuite d'attaquer lors du tour suivant pour tenter de prendre ces zones. Alors, dans ce jeu, il n'y a pas trop de hasard. Vous pouvez anticiper sur l'arrivée de ces cartes, car effectivement, en début de partie, elles ont été glissées sous chacun des paquets. Vous pouvez vérifier dans la règle combien il y a de cartes dans chaque paquet. Et comme on sait qu'on commence à piocher les cartes par ordre croissant du nombre de cités, eh bien vous pouvez peut-être jouer sur le nombre de cités que vous avez par rapport à vos adversaires pour ne pas tomber sur les mauvaises cartes, ou pour faire exprès de tomber sur les mauvaises cartes. Attention, une fois que les calamités sont ainsi résolues, et bien juste après la phase de résolution, elles seront reglissées sous les paquets correspondants et elles reviendront. Donc à vous de compter combien est-ce qu'il reste de cartes. Enfin, du moins c'est possible, hein. Sur les premières parties en général on ne le fait pas, mais si vraiment vous avez l'esprit comptable, vous pouvez essayer d'anticiper sur l'arrivée de ces calamités. Alors, sur la TSA, nous avons vu que pour passer au premier niveau, l'âge du bronze ancien, il faudra au minimum 2 cités. Alors attention, à partir du moment où vous serez passé à l'âge du bronze ancien ou plus tard dans la partie, si jamais vous perdez toutes vos cités et que vous finissez un tour et que vous arrivez à la TSA alors que vous n'avez plus de cités en jeu, c'est quand même assez rare, sauf si vraiment les joueurs se liguent contre vous, et bien à ce moment-là, au lieu d'avancer, et bien malheureusement, vous serez obligé de reculer. Une fois que vous serez au néolithique, par contre, vous ne pouvez plus reculer. C'est que si on a dépassé le néolithique que ça rentre en jeu. Ensuite, pour les autres niveaux, donc je vous rappelle, ici 2 cités. Pour passer au niveau supérieur, là, il vous faudra 3 couleurs de cartes de civilisation. Pour passer ensuite de l'âge du bronze récent au premier âge du fer, il vous faudra 7 cartes de civilisation différentes. Et effectivement, on ne peut pas acheter plusieurs fois la même carte de toute façon de civilisation. Donc 7 pour passer ici. Et enfin, pour passer de là à là, il vous faudra 1000 points de cartes de civilisation. Alors attention cependant, si vous arrivez
Au deuxième âge du fer, donc où vous arrivez à avoir 1000 points de carte de civilisation, et bien après, pour pouvoir entrer sur les cases suivantes, il vous faudra le total indiqué sur cette case. Mais cette fois-ci, aux cartes de civilisation, vous pourrez aussi ajouter vos points de trésor, c'est-à-dire les points collectés par les taxes, à raison de 1 point par jeton taxe, et aussi les cartes de commerce que vous avez en main. Vous pourrez montrer les cartes que vous avez en main, et puis dire, ça me fait le total nécessaire, en comptant en plus de mes cartes civilisation, pour pouvoir passer sur cette case. Et donc vous pourrez pénétrer dessus. En revanche, attention au tour d'après, si jamais par exemple je suis ici et que j'ai dépensé en fait les cartes que j'avais en main et que je me retrouve à moins de 1400, eh bien au lieu d'avancer, je serai obligé de reculer. Donc faites très attention quand même aussi d'un tour sur l'autre. En revanche, si j'arrive à avoir ce total encore de 1400, eh bien à ce moment-là, j'avance d'une case supplémentaire et je suis arrivé. Je remporte alors la partie. Attention cependant, si vous terminez sur une case avec un chiffre, donc par exemple j'arrive à obtenir 1400 en tant que Babylone en points, j'arrive sur cette case, et au tour d'après, eh bien malheureusement, je perds du trésor qui me fait passer en dessous de ces 1400, et bien au lieu d'avancer, malheureusement, je serai obligé aussi de reculer. Il faudra à nouveau que j'ai 1400 pour pouvoir re-avancer sur cette case. En revanche, si j'ai bien 1400, eh bien à ce moment-là, j'avancerai d'une case supplémentaire et je serai à l'arrivée. Et dès qu'un joueur arrive sur cette dernière case de couleur, il remportera la partie. Dans le cas où plusieurs nations arriveraient sur cette dernière case, eh bien à ce moment-là, on comparera la valeur de leur carte de civilisation en premier. Celui qui a le plus l'emporte. Si jamais il y a encore une égalité, à ce moment-là, on regardera qu'est-ce qu'il vous reste comme carte commerce en main et qui a la plus grande valeur de commerce. Si jamais il y a encore une égalité, à ce moment-là, on comptera le trésor, c'est-à-dire les pions collectés grâce aux taxes, et le joueur qui en a le plus l'emporte. Alors, parlons maintenant des cartes de civilisation. Alors, le mysticisme ne vous donne rien en capacité spéciale, mais par contre, il concerne deux couleurs, ce qui veut dire qu'il ne vous restera plus qu'à acquérir une carte d'une couleur différente pour pouvoir passer de l'âge du bronze ancien à l'âge du bronze récent. Donc voilà pourquoi on met ces cartes en jeu, mais attention, il n'y en aura pas pour tous les joueurs. Ce seront les premiers servis qui pourront les récupérer, car il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et c'est le cas aussi pour la majorité des autres cartes de civilisation. Alors, en plus de ça, il y a parfois des petits ronds et des petits triangles indiqués comme ceci en bas, et bien ce sera des réductions sur vos prochains achats. C'est-à-dire qu'en acquérant le mysticisme, et bien plus tard dans la partie, je pourrai acquérir une autre carte bleue en ayant une réduction de -5 sur son prix, ou une carte verte en ayant une réduction de 20. Alors attention cependant, lorsqu'il y a ainsi plusieurs réductions, eh bien vous ne pouvez utiliser qu'une seule des deux et pas les deux. Lorsque vous acquérez la carte avec la réduction, eh bien vous pouvez par exemple la poser par-dessus comme ceci pour vous rappeler que vous avez déjà utilisé cette réduction. Ensuite, en orange pour un coût de 45, nous avons le tissage qui va donner une capacité spéciale à tous vos bateaux à partir du moment où vous aurez cette carte. Effectivement, les bateaux pourront augmenter leur vitesse de une case. Je vous rappelle que normalement, de base, les bateaux peuvent faire 4 cases. Et bien grâce au tissage, ils pourront avancer jusqu'à 5. Par contre, ça ne change pas leur capacité maximum qui reste toujours à 5 unités à l'intérieur maximum. Ensuite, nous avons la poterie. Alors la poterie va permettre surtout de se défendre contre la famine. Effectivement, lorsque vous allez devoir subir une famine, alors que ce soit vous qui la subissiez directement parce que vous avez pioché la carte, ou qu'un autre joueur vous demande de perdre des unités à cause de la famine, eh bien, si vous avez du grain en main à ce moment-là, vous pourrez décider de perdre, enfin vous pourrez les montrer, donc par exemple si j'ai 2 grains, et chaque grain me permettra de réduire de 4 le maximum de pions que je dois perdre normalement avec la famine. Donc voilà, poterie et famine, c'est sympa, mais par contre n'oubliez pas d'essayer de garder toujours un grain ou deux si vous sentez qu'une famine arrive bientôt avec la poterie. Ensuite, le théâtre et la poésie donnent déjà un crédit de 5 pour acheter une autre carte bleue, mais elles donnent aussi un crédit particulier de 20 pour acquérir spécifiquement la littérature.
Pour la musique, c'est pareil, mais avec un crédit de 30 sur la philosophie. L'astronomie va permettre de rendre encore vos bateaux plus performants en leur permettant de traverser la haute mer. Alors la haute mer, ce sont les cases où il n'y a aucun terrain. Donc ces grandes cases-là. Donc à partir du moment où vous l'aurez, eh bien vous pourrez carrément traverser comme ceci, et donc gagner un temps considérable pour vos expansions par bateau. L'architecture va vous donner un crédit de 15 sur toutes les cartes civiques. Alors les cartes civiques, ce sont celles qui ont la couleur rose. Comme elles coûtent très très cher, nous allons le voir, eh bien c'est sympa d'avoir ce crédit de 15. Ensuite, nous avons la métallurgie. Alors la métallurgie, c'est si vous vous dirigez vers des batailles ou que vous avez envie de vous défendre. Effectivement, une fois que vous aurez cette carte, à chaque fois que vous ferez un combat avec d'autres joueurs, eh bien vous commencerez à retirer un de vos pions lors du combat, après l'autre joueur, et ce, quelle que soit la taille des peuples en présence. Normalement, je vous rappelle que c'est toujours celui qui a le moins de pions qui doit commencer à retirer un de ses pions, puis son adversaire en retire un, et ainsi de suite. Eh bien, si vous avez métallurgie, même si vous êtes inférieur en nombre, c'est votre adversaire qui commence à retirer son premier pion, et puis après vous le deuxième, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons l'agriculture. Alors, elle coûte assez cher, mais par contre, elle donne un super pouvoir. Elle vous permet d'augmenter la population maximale que peut recevoir une case. Donc là, par exemple, au lieu que ça soit un 2, eh bien, ça se transforme en 3. Et toutes les cases où je suis, eh bien, bénéficient de ce pouvoir avec l'agriculture. Sauf les cases où je suis présent avec un autre joueur. À ce moment-là, le total reste au chiffre indiqué. Ensuite, nous avons la monnaie. Alors la monnaie, c'est très bien aussi parce que chaque cité, nous l'avons vu lors de la phase de taxe, vous êtes obligé de prendre 2 pions de votre réserve pour les mettre dans votre trésor. Eh bien, grâce à la monnaie, vous pourrez faire varier ce nombre. C'est-à-dire dire, eh bien, lors de ce tour, je ne vais collecter qu'à 1, ou je vais collecter à 2, ou je vais collecter à 3. C'est 1, 2 ou 3. Vous ne pouvez pas dire 0. Et quand vous avez choisi un chiffre, par exemple 1, eh bien, ce sera la même chose pour toutes vos cités, c'est-à-dire vous ferez le total de toutes vos cités, et chacune paiera 1 que vous transférerez dans votre trésor. Ensuite, la littérature donne seulement un crédit de 25, enfin seulement c'est déjà pas mal, mais uniquement pour acheter la loi, la démocratie et la philosophie. Ensuite, la médecine permet de se prémunir contre l'épidémie. Je vous rappelle que normalement, lorsqu'on prend l'épidémie, on peut perdre 16 unités, ou bien 11 unités si quelqu'un vous donne aussi un peu d'épidémie. Eh bien, la médecine va réduire ce total de 5 unités. Donc, c'est très sympathique à avoir. Ensuite, le génie civil va renforcer vos cités. Nous avons vu que pour se faire attaquer une cité et puis se la faire détruire lors de combat, il faut que les joueurs amènent 7 pions, c'est-à-dire un de plus que leur construction qui a coûté 6. Et grâce au génie civil, eh bien, les joueurs devront amener 8 pions pour vous détruire vos cités, donc c'est un petit peu plus sympathique. En plus de ça, ça vous protégera aussi des inondations. Nous avons vu que si vous êtes sur une plaine inondée, surtout pour le babylonien, ça peut être sympathique, eh bien normalement on perd 17 unités, et bien grâce au génie civil, vous ne perdrez que 7 unités, donc 10 de moins si vous l'avez. Enfin, les 3 dernières cartes, la loi, la démocratie et la philosophie, eh bien déjà, pour pouvoir acquérir démocratie ou philosophie, il vous faudra obligatoirement acheter la loi. Vous ne pouvez pas acquérir ces cartes si vous n'avez pas celle-ci. Voilà pourquoi elles sont présentes en assez d'exemplaires pour que chaque joueur puisse en acheter une. En plus de ça, la loi va réduire les désordres civils. Je vous rappelle que si vous tirez cette carte, vous devez réduire toutes les cités au-delà de 4. Et bien grâce à la loi, ce sera au-delà de 5. Et si vous achetez aussi la démocratie, ce sera au-delà de 6. Donc voilà, ça vous protège pas mal. Mais c'est plutôt en fin de partie et ça coûte cher. La loi réduit aussi l'iconoclasme et l'hérésie. Je vous rappelle que lorsqu'on tire cette carte, normalement on perd directement 4 cités en jeu, et cela quel que soit le nombre de cités qu'on ait. Et bien grâce à la loi, vous n'en perdez que 3. En plus de ça, si vous acquérez la philosophie, vous n'en perdrez que 2. Ensuite, attention, si vous achetez la démocratie sans avoir la philosophie et que vous prenez une guerre civile, eh bien au lieu que ce soit seulement 35 unités qui fassent cession, ce sera
45. Alors ça peut être positif comme ça peut être négatif, donc faites attention à ça. Vous en choisirez toujours pour 15, votre adversaire en choisira donc pour 30, et ensuite parmi les deux groupes que vous aurez ainsi constitués, enfin les 45 et puis le reste, vous choisirez lequel vous désirez conserver. En revanche, si vous avez acheté uniquement la philosophie, eh bien, lors de la guerre civile, il n'y aura que 15 unités qui feront sécession, et ce n'est pas vous par contre qui les choisirez, c'est le joueur qui a le plus de pions dans son stock qui sera forcément votre adversaire. À ce moment-là, c'est lui-même qui va désigner ces 15 unités, et puis ben voilà, entre les deux groupes, celui de 15 et le reste de vos unités, vous choisirez lequel des deux vous désirez conserver. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de parler des révoltes. Au début du tour, lorsque vous effectuez vos taxes et que vous prenez 2 pions pour les mettre dans votre trésor par cité que vous avez en jeu, il peut arriver au bout d'un moment que vous n'ayez pas assez de pions. Si malheureusement vous n'avez pas assez de pions à taxer, eh bien la révolte gronde. À ce moment-là, on va regarder quel est le joueur qui a le plus de pions dans son stock. Et c'est lui qui va pouvoir choisir quelles seront les cités qui vont se révolter. Alors, si par exemple, imaginons que j'ai 3 cités et puis que finalement, dans mon stock, je n'ai que 5 pions, eh bien malheureusement, ça veut dire qu'il y a une cité qui ne peut pas donner toutes les taxes. Alors, je mets quand même tous les jetons de l'autre côté. Et donc, mon adversaire va choisir quelle est cette cité qui va rentrer en révolte. Il la désigne et il remplace tout simplement mon pion par un des siens de cité qui prendra ma place. Et voilà donc pour Civilisation, la version française de ce jeu qui est sorti une dizaine d'années avant en Angleterre et qui ensuite a été traduit en France sous le nom Civilisation avant de se retransformer en Civilization avec un Z et qui a inspiré évidemment Sid Meier lors de la création du premier Civilization sur ordinateur. Voilà, il ne cache pas qu'il s'en est un petit peu inspiré. D'ailleurs, ça a posé quelques petits problèmes de droit ensuite lorsque ces jeux Civilization sont sortis. Et donc, pour faire taire, pour ne pas avoir de problème, ben, carrément, Sid Meier a acheté en fait la licence de ce Civilization en version plateau. Comme ça, ben, il peut utiliser le mot Civilization pour tous les dérivés jeux vidéo de ce type, voire jeux de plateau aussi, car ce qui est assez rigolo, c'est que ce jeu de plateau a inspiré le jeu vidéo, et maintenant c'est le jeu vidéo qui inspire des versions plateau qui sont inspirées du jeu vidéo. Donc voilà, ça se mord la queue. Peut-être qu'il y aura à un moment le jeu vidéo qui reprend le jeu de plateau inspiré du jeu vidéo, etc. On peut aller très loin comme ça. Donc voilà, ça reste un jeu qui est très long, et pratiquement injouable en fait sur une journée entière, d'autant plus qu'on peut jouer à 7. Alors trouver 7 joueurs qui jouent pendant minimum 15 heures, c'est jamais très très simple, d'autant plus qu'environ à la moitié de la partie, on sait déjà ceux qui peuvent arriver en tête et ceux qui vont être vraiment trop en retard pour rattraper leur retard. Mais par contre, il reste toujours sympathique car ces mécaniques n'ont pas tellement vieilli, elles sont même encore originales. Ces systèmes de combat sans hasard et sans lancer de dés sont vraiment très intéressants. Ce système de développement croissant, car effectivement au début on commence avec seulement une unité qui va se transformer donc en 2, ensuite en 4, en 8, en 16, etc. Donc c'est exponentiel si vous parvenez à rester jusqu'à 2 personnages maximum par case. Et puis voilà, donc cette prise de terrain est assez intéressante avec des combats qui font autant de victimes d'un côté que de l'autre pratiquement, donc il faudra aussi bien gérer les combats et ce n'est pas un jeu qui est forcément basé uniquement sur le combat. Hein. Il va falloir quand même plutôt acheter les bonnes cartes. Alors méfiez-vous aussi, hein, parce que pour arriver au total nécessaire pour certaines civilisations, c'est-à-dire par exemple 1400 pour Babylone, eh bien il faudra faire attention aux cartes que vous allez acheter. Effectivement, j'ai oublié de le dire dans la règle, vous êtes limité à l'achat de 11 cartes de civilisation. Effectivement, vous ne pourrez pas dépasser ce niveau-là. Donc faites attention à ne pas acheter des cartes de civilisation ayant un coût trop faible, car vous risquez de ne pas pouvoir arriver, si vous achetez 11 cartes qui n'arrivent pas
au total qui est nécessaire, eh bien ça va être très très difficile, enfin, surtout pour passer à 1000. Hein. Il vous faut 1000 points obligatoirement. Ensuite, pour atteindre les chiffres, je vous rappelle que vous pourrez ajouter la valeur des cartes commerce que vous aurez en main. Donc c'est encore possible, mais en sachant que vous êtes limité quand même à 6 cartes maximum de commerce en main, donc faites attention quand même. Voilà, donc il y a plein de choses à prendre en compte, et donc, comme je le disais, ces mécaniques aussi avec les, euh, les calamités qui vous arrivent par le dessous des paquets est vraiment très original, et puis donner des calamités aux autres en faisant des échanges avec eux, des échanges qui peuvent être aussi très calculatoires, hein, pour essayer de savoir, de déterminer le vrai du faux dans les échanges que les autres joueurs vont faire avec vous. Donc voilà, très sympa, ça reste quand même un pilier de la culture ludique. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.